Bon, bah, c'est carré. Bah, écoutez, comme d'hab, on commence dans 5 minutes. Aujourd'hui, bon, il y a eu un petit peu de retard, tout ça. Salut, salut. Paris, Strasbourg, Nîmes. Ah ouais, Nîmes en dernier. Mais Nîmes, c'est pas une... Franchement, Nîmes, c'est gang de ouf. Hein. Ouais, mais Nîmes, c'est pas une ville, hein. Comment ça, c'est pas une ville, tu veux qu'on se tape? C'est grave un village. Dis la vérité. Ah, vous respectez rien, je suis mort. Nîmes, c'est pas une ville. À la rigueur, c'est peut-être une commune. Non, mais vous, C'est un bourg. là, vous voyez là les trucs de déconfinement là pour cet été, Mhm, les autorisations. mhm. Vous allez pas voir la couleur de ma maison, c'est sûr. Et pourtant, je comptais vous inviter dans le sud, mais là, c'est mort. Mais moi, j'ai rien dit, moi. Hein. Moi, franchement, si j'ai l'invitation au sud, je suis là. Hein. Il a dit. Franchement, Mike, t'as même pas honte. T'as même Bien pas sûr honte. que Tu non. vas pas chez tes enfants, tu vas laisser à tard. T'as pas honte. Vous avez laissé le réseau au duc de Strasbourg. Voilà. À Brahir, c'est Aline, ça. Ouah, Booba. Ah, je suis mort. Il y a combien de personnes qui sont connectées là? Ouais, 15 personnes. Il y a 4 Oh, personnes. c'est pas beaucoup. Eh, entre nous là, même si on n'est pas vraiment entre nous parce que c'est public, Amine, il est pas chiant sur Insta avec ses défis là où il faut parler des artistes là. Il Oh, comment tu respectes pas, je suis Vous mort. êtes pas gentils. Non, franchement, moi, j'aime bien les C'est pour la trucs à chaque fois. culture. C'est une saleté. ça fait une semaine, il se prend pour le Quai d'Orsay là. Moi, j'aime bien le début des Ouah. trucs et Non, tout. franchement, moi, j'aime bien. Moi, je trouve ça lourd. Genre, Non, je voulais le faire. on m'a c'était déjà envoyé des gratuit. messages pour ce que je postais. C'était gratuit, je voulais juste le faire. Ah là là. Bon. Bon, il nous reste que 50 minutes parce qu'après, on a des contraintes à 21h. Je pense qu'on va pas tarder à démarrer et puis ceux qui se connecteront prendront le train en cours de route. Ok, Pas de soucis. allons-y. Cool. Ok, ben bonsoir à tous. Merci d'avoir attendu et désolé pour les petits contretemps techniques. Petit rappel aussi de ce qu'on fait. Chaque semaine, on se retrouve pour un live thématique pour aborder justement un sujet, que ce soit au niveau des carrières pro ou des orientations plus académiques. L'objectif, c'est toujours de vous donner un maximum d'informations pour que vous puissiez avoir les clés et les outils pour, pour décider de votre propre orientation et avoir votre propre définition de la réussite. Et cette semaine, on aborde le sujet de l'entrepreneuriat avec Zaina et Ilias, qui se sont connectés pour l'occasion, qui ont des parcours hyper inspirants. Et justement, pour démarrer, on va commencer par leur propre présentation. Honneur aux dames. Zaina, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Yes, salut à tous, je m'appelle Zeina, j'ai 24 ans du coup, et je suis entrepreneur, donc ma marque elle s'appelle Le Karité, c'est une marque de bougies upcyclées, donc c'est des bougies qui sont réalisées dans un contenant qui a déjà une première vie, et qui sont végétales, c'est-à-dire à base de cire de soja, parce que c'est une matière qui est respectueuse pour l'environnement, karité et parfum de grâce. Donc voilà un peu mon activité actuelle, et pour ce qui est de mon parcours, j'ai fait une classe préparatoire avant d'intégrer une école de commerce à Évry. Et ma dernière année, j'ai fait 1 an d'alternance du coup chez LVMH Holding. Et à la fin, dès que j'ai obtenu mon diplôme, j'ai décidé de créer mon entreprise. D'accord. Et en fait, c'est ton activité principale ou tu as d'autres activités à côté? C'est mon activité principale. Après, je fais un peu de freelance à côté pour aider des podcasts à trouver leur identité visuelle. Ok, d'accord. Super. Merci beaucoup. Bon, on viendra plus en détail sur cette partie tout à l'heure. Ilias, est-ce que tu peux prendre le relais et te présenter, s'il te plaît? Salut, alors je m'appelle Ilyas Hanan, je suis cofondateur de Vitable. C'est une marque de vitamines et compléments alimentaires qui sont personnalisés. Donc c'est un site internet en Australie. Tu fais un quiz en ligne pour nous dire tes objectifs de peau, d'énergie, de sommeil, de digestion, etc. Tu nous racontes un peu ton lifestyle et tes habitudes alimentaires à travers un quiz en ligne. Et on t'envoie tous les mois 30 sachets personnalisés avec tes vitamines personnalisées pour ta cure. Et donc on fait ça en Australie. On a commencé en octobre dernier. Il y a bientôt eu plus de 100 000 personnes qui ont eu leurs recommandations de vitamines. Et on sera dans plus de 3 pays cette année. Et on est backé par Rocket Internet,
qui est un fonds d'investissement slash startup studio assez lourd, présent dans à peu près tous les pays du monde. Et pour mon parcours personnel, moi je viens de Sarcelles, banlieue parisienne, en 95. J'ai fait un lycée ES, ensuite je suis allé en prépa à Paris. Après ça, j'ai fait une école de commerce à Paris aussi, qui s'appelait l'ESCP. Dans cette école de commerce-là, j'ai fait plusieurs stages, d'abord en finance, fusion-acquisition, donc c'est de la corporate finance, ça s'appelle aussi du M&A. Et j'ai travaillé dans une start-up de requête internet justement à Singapour, où là-bas j'ai fait plus du marketing et du e-commerce. Et en revenant à l'ESCP pour donc mon école de commerce pour ma dernière année, je l'ai fait en alternance chez IBM. Et juste après mon diplôme, j'ai commencé Vitable. D'accord. Ah ouais, donc ça a été passé par plein d'expériences différentes finalement. Mais justement, pour enchaîner sur la deuxième question, on va peut-être commencer par toi d'abord, puis Zaina. Qu'est-ce qui t'a amené à faire de l'entrepreneuriat? Parce que tu dis que tu as fait de la finance, que tu es passé par la tech, que tu as eu d'autres activités à côté, que tu es passé par Singapour également. Qu'est-ce qui t'a poussé finalement à te lancer dans l'entrepreneuriat? Alors moi j'ai fait tout ce parcours-là, mais dès le début je savais que c'était l'entrepreneuriat qui m'intéressait. Et en fait toutes les expériences que j'ai eues depuis, c'était vraiment dans cette direction d'entrepreneuriat. Je voulais que chaque expérience m'aide pour cette fin en fait. Donc ça remonte à longtemps. Hein. Pourquoi l'entrepreneuriat? C'est depuis que même avant le lycée, je devais avoir 15-16 ans. Juste l'idée d'entreprendre m'intéressait. Il y avait juste cette notion je me voyais pas être forcément employé de bureau. Il y avait cette notion de liberté forte qui m'a toujours intéressé. Et pour moi, c'est vouloir dire deux choses: liberté, donc hiérarchiquement être un peu le patron de mes propres activités, et deuxièmement l'argent. L'argent, c'était ça qui était très honnêtement mon premier driver, donc la liberté financière. Donc c'est très personnel, hein, c'est cette vision des choses, mais c'est pour moi comment je percevais la liberté. Et donc pour gagner beaucoup d'argent, il y avait deux métiers pour moi que je voyais de par là d'où je venais, donc soit devenir banquier d'affaires, soit être entrepreneur. Donc plutôt entrepreneur. Et pourquoi ensuite entreprendre maintenant, juste après une école de commerce, quand tu viens d'avoir ton diplôme. Pour moi, c'était la période de temps de ma vie la moins risquée entre guillemets là où je pouvais prendre un maximum de risques en fait. Et donc l'aventure entrepreneur, start-up, juste à la sortie d'école, sans avoir d'attache de famille, etc. C'était là où j'avais envie d'essayer ce projet-là. D'accord, ok. Ouais, donc plutôt pour toi, deux drivers, le fait d'avoir de la liberté au niveau de tes activités et surtout au niveau du rattachement hiérarchique, et la liberté au niveau financier pour justement être riche, quoi, tout simplement, il faut le dire. Hein. Finalement, en sortie d'école, c'est soit tu fais de la finance, soit tu fais du conseil, soit tu te lances dans l'entrepreneuriat, c'était vraiment chaud. Mais en gros, ce sont les trois voies, les trois voies royales entre guillemets pour très bien gagner sa vie juste après la sortie d'école, quoi. C'est un peu vu comme ça. Après, c'est aussi la voie la plus risquée où c'est très rare de pouvoir vraiment faire gagner sa vie en étant entrepreneur. Oui. Mais si ça marche vraiment. Donc j'avais une carte à jouer, un truc qui m'intéressait depuis longtemps. Donc voilà, j'ai essayé. Pour l'instant, ça marche plutôt bien. On verra par la suite. Mais ouais. D'accord. Et Zaina, justement, alors toi aussi, tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat juste après ta sortie d'école, donc juste après ta sortie de l'IMTBS. Quels sont les facteurs qui t'ont poussé à t'orienter vers l'entrepreneuriat? Alors moi, du coup, je te rejoins complètement, Ilias, sur le sentiment de liberté, dans le sens où pour moi, en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je suis maître de ma vie, de mon temps, et pareil de la manière dont je vais être rémunérée dans cette vie. Donc du coup, en fait, moi, j'avais plusieurs drivers. J'avais donc le fait de se sentir libre et de pouvoir faire ce que tu veux de ton temps, et aussi en fait de faire quelque chose qui a du sens, parce que pour moi, en fait, je pense que c'est quelque chose qui est hyper important du coup, de faire quelque chose qui a du sens pour toi, parce que en fait t'es 2 fois plus efficace quand t'as une mission pour laquelle t'es convaincu qu'elle va apporter quelque chose, que ce soit de positif ou de bien dans la vie des personnes. Et du coup pour moi c'était un peu les 2 principales raisons pour lesquelles j'avais envie d'entreprendre.
Après, par rapport à pourquoi j'ai choisi les bougies, parce que en fait, de base, j'étais une grande consommatrice de bougies et je cherchais un peu une alternative qui soit clean. Et c'est vrai que j'avais aussi lu un livre en fait pendant ma dernière année d'école de commerce du coup, sur tout ce qui est les social business. Donc en fait, c'est des entreprises qui ont plusieurs buts. Elles ont un but et financier et humain entre gros guillemets, dans le sens où en fait, c'est des entreprises qui doivent être pérennes comme toute entreprise en fait, et d'ailleurs comme tout organisme en général, même les associations, faut qu'elles soient rentables en fait financièrement pour pouvoir exister. Et du coup, moi, c'est plus cet aspect en fait de sens combiné à une entreprise qui fait du chiffre tout simplement parce que c'est quelque chose qui fait que l'entreprise elle peut survivre dans le temps, qui a fait que je me suis tournée vers l'entrepreneuriat. Et pour l'instant, ma société elle est pas encore immatriculée comme social business, mais dans le futur, j'aimerais bien que ce soit ça, soit une B Corp du coup. D'accord. Est-ce que tu peux donner un peu plus de détails justement sur ce genre d'activité, les différences fondamentales entre le social business par exemple et ce que tu mentionnais sur le B Corp? Alors en fait, en gros, une entreprise qui est B Corp, c'est une certification. Et n'importe quelle entreprise, entre gros guillemets, une entreprise qui est immatriculée en je sais pas, société anonyme ou SAS ou SARL peut devenir une B Corp parce que c'est une certification qui est externe. Alors que social business, en gros, c'est toi qui t'engages avec ton entreprise à poursuivre donc et le but financier, donc c'est-à-dire qu'elle soit rentable. Faut aussi en fait, au niveau des rémunérations des dirigeants, je crois qu'elles sont plafonnées à 10 000 euros, quelque chose comme ça par mois. Et en fait, au niveau du côté humain, il faut aussi que ton entreprise elle réponde à un but. Donc par exemple, on peut imaginer comme social business une entreprise qui va quel exemple je pourrais donner de social business? Dans le livre de Mohamed Younous, c'était en gros un professeur qui est dans une université et qui tout simplement en fait pendant son université il prêtait de l'argent à des personnes qui avaient pas forcément les moyens de faire des microcrédits. Et du coup, un des engagements, c'était de pas prêter, à taux usurier, dans le sens où la personne, elle va emprunter une petite somme d'argent et elle va rembourser exactement cette somme d'argent. Ce qui fait que, en fait, au niveau du business model, en fait, au fur et à mesure, on se rendait compte que c'était quelque chose qui marchait bien parce que les gens remboursaient toujours les prêts. Et pour autant, l'entreprise, elle fait pas non plus des chiffres d'affaires énormes, dans le sens où le but, c'est quand même d'aider des personnes à sortir de la pauvreté et en même temps d'être rentable. Je sais pas si c'était très clair, mais c'est ça un social business du coup. Ok, donc toi, en fait, ton objectif, en tous les cas, c'est de rendre le Carité, c'est de donner à le Carité une utilité sociale dans son développement. Exact. Pour l'instant, en fait, comme action, ce que j'ai décidé, c'est de reverser une partie du chiffre d'affaires pour organiser des maraudes dans le quartier où je suis, donc dans le 10e arrondissement. Mais à terme, en fait, il faudrait voir, en fonction de l'évolution du chiffre d'affaires, comment je peux faire financer des actions sociales, en fait. Tout simplement. Ok. Et si on enchaîne justement sur une autre question, parce que là, vous parlez de vos activités au sens général du terme, mais ça reste quand même assez flou, l'entrepreneuriat, pour ceux qui n'y sont pas. Justement, Ilias, est-ce que tu peux expliquer en quoi consiste finalement ton job et peut-être donner un exemple d'une journée type? Alors, je sais qu'il n'y a pas de journée type, mais donner des exemples concrets de ce que tu fais en tant que CEO, fondateur, entrepreneur. Ok, alors mon journée type, je pense que chaque patron décide sa propre journée type. En général, il y a trois choses. Le métier de CEO entre guillemets. 1, stratégie. 2, project management. 3, exécution. Donc stratégie, ça va être vraiment de comprendre c'est quoi les vrais objectifs de la boîte et comment est-ce qu'on va arriver à les atteindre. Quelles ressources on va mobiliser, donc financières, humaines, en termes d'équipe. Et donc c'est même à toi de faire le choix de lever plus ou moins d'argent, d'embaucher plus ou moins de personnes, tel ou tel skill qu'il te faut pour atteindre justement ces objectifs. 2, project management, une fois que ta stratégie est définie, il faut faire en sorte que tu arrives à assurer l'exécution dans les temps impartis de la stratégie avec les bonnes personnes. Donc c'est manager des gens. C'est ça l'essentiel du boulot au jour le jour, manager des gens, l'avancement des projets, les réflexions, les analyses, les datas. Et
être pragmatique dans la priorité de ce que tu dois faire. Quand tu es entrepreneur, tu peux tout faire, tu as un champ des possibles qui est infini, et le rôle, c'est justement de faire des choix, décider. Donc, c'est vraiment du problem solving, et tous les jours, c'est ça. Dès que j'allume mon cerveau, tous les jours, toute la journée, c'est ça, c'est du problem solving. Choisir ce qu'il faut faire pour la boîte, et voilà. Et donc, concrètement, comment ça se traduit en une journée type pour moi en ce moment, surtout avec le confinement, télétravail, etc. Donc, une réunion le matin avec toutes mes équipes pour définir les micro-tâches, les objectifs de chacun dans ma team pour la journée, et un call à la fin de la journée avec l'équipe pour voir ce qui a été achieve ou pas. Et entre les deux, voilà, fluidifier l'exécution et m'occuper aussi de mes tâches qui regardent plutôt du coup que le CEO, tout ce qui est administratif, financier, investisseur, etc. J'espère que j'ai été clair. Ouais, là, très clair et très structuré, merci comme toujours. Et justement, ce que tu disais, en fait, c'est que, enfin, ce que je comprends de ton témoignage, c'est que en fait, tu as plusieurs casquettes finalement. Tu gères un peu tout à la fois, et ça te demande énormément de plasticité en termes de compétences et de savoir-faire que tu as acquis en fait au fur et à mesure. Ah ouais, totalement. Faut s'adapter à fond et il faut apprendre en faisant tout. Il faut apprendre à être un manager. Donc, manager des gens, c'est quelque chose de très particulier. Manager des projets, c'est quelque chose de très particulier. Manager des investisseurs, c'est quelque chose de particulier. Manager des clients, c'est quelque chose de particulier. Et en fait, comme disait Zena, t'es libre entre guillemets en tant que patron parce que c'est ta boîte. Entre guillemets, tu fais ce que tu veux. Mais en fait, t'es redevable de tes employés, de tes clients, de tes investisseurs, de tes créanciers parfois. Et donc, c'est tout ce monde qu'il faut manager. Ça demande un set de skills très large et qui peut vraiment varier d'un projet à l'autre, d'un temps à l'autre, etc. Et donc, être curieux, s'adapter et apprendre les choses en faisant, c'est ultra important. Très bien. Et justement, alors Zaina, pour ta situation, il me semble que c'est un petit peu différent puisque tu ne travailles pas avec une équipe, tu travailles en solo. Alors justement, toi de ton côté, en quoi consistent tes missions au jour le jour ? Alors moi de mon côté, du coup, vu que je suis en solo, au final, il faut que je sois un peu sur toutes les tâches à la fois. Donc c'est-à-dire que en fait moi il y a une partie production puisque je vends un produit que je fabrique en fait. Donc du coup dans la semaine j'aurai un jour qui sera dédié plus ou moins à la production et à l'expédition des commandes. Il y a aussi un concept store du coup où je suis distribuée donc à Paris où j'essaye de mettre en place un système de collecte en fait où les habitants du quartier ils peuvent venir déposer leurs déchets en verre et ensuite qui vont être retransformés donc upcyclés en bougies. Et ensuite il y a des travaux de fond en fait sur plusieurs sujets. Donc en ce moment par exemple je travaille mon SEO et mon référencement avec une consultante externe. Et après, il y a tout ce qui est répondre en fait aux mails, donc des offres que je peux avoir de la part de partenaires. Par exemple, la semaine dernière, pour donner un exemple, j'avais un call avec une partenaire prestataire de mariage qui me propose de me faire référencer dans une sorte de plateforme en fait qu'ils ont pour mettre en relation les personnes qui cherchent des cadeaux de mariage avec des personnes qui proposent par exemple des cadeaux de mariage. Donc dans ces cas-là, moi je peux proposer un produit comme des petites bougies qui vont être offertes en tant que cadeau invité. Donc je peux avoir des offres de partenaires comme ça ou de foires ou etc. Et ensuite il y a tout ce qui est la partie communication sur mes réseaux sociaux. Donc pareil, il faut que je planifie les posts sur tout ce qui est Instagram, Facebook. Récemment, il y a quelques semaines, j'ai ouvert une page Pinterest parce que c'est un réseau social sur lequel il y a pas mal de au final, il y a pas mal de marques qui sont dans tout ce qui est bien-être, maison, objets du quotidien qui sont dessus en fait, donc ça apporte de la visibilité. Et du coup, c'est à peu près tout en mail, communication, travail de fond sur le SEO, production, expédition de commandes. En fait, j'ai toutes les casquettes mais de l'entreprise possible quoi. Ah, d'accord, oui, je vois. Mais alors justement, là, pareil, ton travail est très polyvalent. Est-ce que, comme Ilias, tu es passé par d'autres expériences précédentes ou c'est vraiment ta première expérience professionnelle ? Je suis déjà passée par des expériences précédentes. Donc, c'est vrai que ma dernière année d'école, j'ai fait en alternance. Et du coup, c'est vrai que je me rends compte de différences entre quand je travaille seule sur un projet et quand je travaille en équipe, du coup, sur des thématiques qui n'avaient rien à voir. Parce que du coup, j'étais chef de projet marketing DSI. Donc en fait, il s'agissait de proposer des formations au cadre de l'entreprise.
Et c'est vrai que travailler avec une équipe, c'est différent dans le sens où tu as un périmètre d'action qui est beaucoup plus limité et du coup tu as des responsabilités qui vont être très 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 ciblées et donc tu vas avoir par exemple, on va te dire cette semaine on aura besoin que vous nous fassiez une newsletter ou je sais pas, on va nous dire oui, organiser une formation sur tel ou tel outil digital. Et du coup, c'est vrai que c'est différent parce que je pense que des fois, tu peux avoir l'opportunité de mettre en valeur tout ce que tu sais faire. Et des fois, ça peut te restreindre un peu dans le sens où tu vas pas forcément exploiter, tu vas pas forcément, en fait, pouvoir toucher à tous les aspects, en fait, d'une entreprise. Donc, c'est ça un peu les différences que je trouve en tout cas, pour mon expérience, quand t'es salarié et quand t'es à ton propre compte. D'accord. Ok. Et alors maintenant, si on se concentre peut-être un petit peu plus sur le parcours en tant que tel. Alors, ce qui est marrant, c'est que vous avez fait tous les deux une école de commerce, donc qui logiquement vous dote de certaines compétences en termes de gestion, en termes de business, etc. Donc, a priori, qui sont plutôt bien adaptés pour l'entrepreneuriat. Mais si vous deviez donner des conseils justement sur la voie à suivre en termes d'études, quelles seraient les études que vous conseilleriez pour justement se lancer dans l'entrepreneuriat, s'il y en a, bien sûr. Ilias, tu veux démarrer ? Ok, alors bon, l'entrepreneuriat, je pense que c'est la voie où justement il n'y a pas de deux voies. C'est toujours des histoires très bizarres, de gens très bizarres qui sortent de on ne sait pas où, qui étaient toujours iconoclastes, qui n'avaient pas le profil type pour ceci ou cela. Mais quand même, de ma perspective, et c'est pour ça que j'ai fait le choix aussi d'aller en école de commerce, c'était une formation qui était hyper généraliste, où tu apprends un peu tout, tu apprends un peu de finance, un peu de marketing, un peu de management, un peu de ceci, un peu de cela. Et donc, pour être entrepreneur et chef d'entreprise et manager, pour moi, c'est une formation qui est assez top. Donc pas suffisante parce que l'entrepreneuriat c'est pas de la théorie bien sûr, mais pour moi en termes de skills c'est pas mal. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut pas oublier, c'est que l'entrepreneuriat c'est toujours un sport d'équipe. Et en fait, ça dépend d'où tu viens. En fait, le type d'études que tu dois faire et le type de projet que tu dois faire dépend vraiment d'où tu viens, de ce que tu peux faire et de ton environnement. Si dans ton équipe, parce que c'est assez dur d'entreprendre seul. Enfin, il y en a qui réussissent très bien, mais en général, c'est quand même des sports d'équipe. Au moins un certain temps, ça devient un sport d'équipe. Voilà, il y aura des ingénieurs qui vont faire un truc un peu tech, des designers, des gens qui ont des spécialités plus dans tel ou tel domaine, mais il y aura toujours de la place pour des gens qui ont fait une école de commerce, parce que la partie business au sens très très large, que ce soit côté finance, côté marketing, côté ceci, cela, il y en aura toujours besoin. Donc que ce soit pour ta propre idée ou pour rejoindre une startup early stage ou pour rejoindre une équipe, si tu as un profil école de commerce, pour moi, il y aura toujours de la place. Et il y a aussi le truc sympa que j'ai trouvé à faire une école de commerce, c'est que l'entrepreneuriat c'est hyper risqué et avoir un diplôme d'école de commerce, ça t'ouvre des portes, pas mal de portes pour si tu te foires pour rebondir, trouver un job entre guillemets normal. C'est tellement généraliste en fait que tu peux trouver du travail plutôt facilement après. Donc moi je dirais école de commerce c'est pas mal, sauf si si t'es passionné d'un truc, il faut que ça soit en adéquation. Genre si t'es passionné de musique et que tu as un projet vraiment que tu veux faire par rapport à ça et que tu peux faire, etc., ça peut faire sens de pas faire une business school traditionnelle et de faire un truc un peu, tu vois, si tu veux ouvrir une boulangerie, si tu veux être pâtissier, ou etc. Donc vraiment, ça dépend du projet, mais en général, école de commerce, moi, ça me paraît pas mal. Oui, généralement, c'est ce qui t'ouvre le plus de portes. En tout cas, c'est le programme un peu standard, basique, avec lequel tu peux te retourner en fait, si jamais tu as des problèmes. Le truc qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a aucune de ces matières-là c'est pas de la rocket science. Si vous trouvez en école de commerce, vous allez voir qu'il n'y a aucune matière qui est compliquée ou technique ou impossible à comprendre, etc. Donc la plupart des trucs limites, tout le monde peut les apprendre sur Internet aujourd'hui. C'est juste une manière un peu plus structurée d'apprendre, mais il n'y a rien de très magique. C'est plutôt le business sense qui est le mindset qui est important. Entrepreneuriat, se dire vendre des choses, trouver des clients, comprendre des marchés. C'est vraiment plus ce mindset-là qu'il faut avoir, peu importe la formation, si c'est l'entrepreneuriat qui t'intéresse, bien sûr. Mais après, oui, une école de commerce, ça peut être une manière structurée simple d'avoir un peu ce bagage
qui te donne un peu toutes les casquettes qu'il faut avoir quand tu es entrepreneur ou au moins quand tu démarres. Zaina, est-ce que tu te ranges de cet avis ou tu as plutôt un autre point de vue? En fait, moi, j'ai un avis un peu différent, je pense. Je pense que l'entrepreneuriat, il n'y a pas forcément besoin d'études dans le sens où, en fait, il y a plein de personnes qui ont réussi à commencer des projets entrepreneuriaux, en fait, sans forcément avoir un background. Après, c'est vrai que le fait d'avoir fait des études, ça te permet, en fait, d'avoir un mécanisme de pensée plus ou moins, dans le sens où, en fait, tu peux apprendre à apprendre plus facilement. Donc c'est pour ça que au final le fait d'avoir fait une école de commerce, une école d'ingénieur, en fait ça t'apprend à toujours ça t'apprend à réapprendre en fait les choses qu'il faut pour un business en fait, parce que qu'on soit aujourd'hui, je pense en 2020 ou demain dans 10 ans, en 2030, on aura besoin de choses totalement différentes. Et en fait le fait d'avoir fait une école de commerce ou d'ingénieur, t'auras pas forcément des barrières mentales que d'autres personnes ont quand elles ont pas forcément fait beaucoup d'études, où elles se disent ça c'est compliqué à apprendre, ça c'est difficile. Donc du coup, en fait, je pense qu'il y a pas besoin, dans le sens où t'as beaucoup de trucs qui sont disponibles sur internet, et au final tu peux te former sur beaucoup de choses si t'as juste l'envie en fait de te former en continu. Honnêtement, c'est ce que je pense. Après, je sais que c'est pas le meilleur conseil, mais honnêtement, il y a plein de personnes qui ont réussi sans faire d'études, donc du coup, je sais pas en fait ce serait quoi la meilleure voie. Après, j'avoue que moi, dans mon cas, le fait d'avoir fait une école de commerce, c'est vrai que ça me conforte dans le sens où je sais que maintenant, dès que je vois des choses comme par exemple la comptabilité que je dois faire pour mon entreprise, ou d'autres choses que je connaissais pas avant, comme tout ce qui est référencement, ou tout ce qui est la partie plus ou moins mettre en place un site internet, etc. C'est vrai que le fait d'avoir fait une école, du coup, je me dis ça va, en fait, au final, c'est pas quelque chose qui est complexe à apprendre, parce que c'est des choses que t'as quand même plus ou moins vu en école. Mais après, il y a plein de parcours de personnes qui ont monté des très belles boîtes sans avoir forcément fait de grandes études, quoi. Donc du coup, je sais pas. Après, il y a un dernier point peut-être sur le sujet de l'éducation. Les écoles, t'apprends des choses, mais il y a aussi un truc très important, il faut pas se leurrer quand même aussi, c'est le réseau. Donc il y a le type d'école que tu fais. Il y a aussi le niveau de l'école. Parce que le réseau, c'est un truc hyper important partout, même pour l'entrepreneuriat. Et donc, ça dépend vraiment ce dont tu as besoin. Si déjà, de base, c'est un réseau intéressant et t'as pas besoin de... Tu vois, c'est pour ça que tu vas chez Polytechnique, tu as énormément de gens qui sont des entrepreneurs et souvent successful et qui font peut-être des boîtes qui n'ont rien à voir avec des trucs tech ou ingénierie ou autre, parce qu'ils ont ce réseau, ce tampon, etc. Donc, dans les écoles, il n'y a pas que de la formation en tant que telle à aller chercher. Il y a aussi d'autres choses qui peuvent être très intéressantes pour des entrepreneurs. Mais dans ce cas, justement, sur le réseau, au-delà du réseau que tu as en sortant d'une école, est-ce que tu penses que le fait d'avoir fait des études est indispensable au fait de se développer son propre réseau? Non, pas indispensable, mais la société, surtout en France, est faite de cette manière-là, et il y a un peu cette culture du reste à ta place, et qui peut se comprendre, mais qui est très fort en France surtout. Moi maintenant je suis plus en France, je suis en Australie, à Sydney, mais ça aide. Donc ça dépend vraiment d'où tu viens en fait. L'entrepreneuriat, pour moi, le succès en général, c'est deux choses. Bon, il y a toi, est-ce que tu es déterminé, est-ce que tu travailles bien, est-ce que tu es talentueux, etc. Mais pour moi, ce qui compte le plus, c'est ton environnement. Est-ce que ton environnement te laisse aller dans la direction dans laquelle tu veux aller ou pas? Est-ce que ton environnement te donne des chances? Est-ce que ton environnement te permet de réussir ou pas? Et là, ça dépend vraiment de chacun, un environnement unique en fait, et c'est composé du réseau, des opportunités qu'on t'offre, etc. Et donc la réponse à ta question, ça dépend vraiment du réseau de chacun et de ce dont personnellement toi tu as besoin d'aller chercher ou pas dans une école, que ce soit en termes d'éducation, du réseau, etc. D'accord. Justement, Zaina, toi tu as développé ton activité seule. Est-ce que tu dirais aujourd'hui que c'est avec la force du réseau que tu as pu porter ton activité là où elle est aujourd'hui? Ou uniquement vraiment en solo? Je suis d'accord dans le sens où
Bah forcément en fait quand tu fais des études de manière générale, enfin en fait je pense que ton réseau il se construit au fur et à mesure dans le sens où tu peux profiter bien évidemment du réseau de ton école. Donc voilà, moi par exemple pour mon stage de fin d'études, je l'ai trouvé grâce au réseau de mon école. Mais après en fait, je pense que ton réseau c'est aussi les personnes que tu rencontres au fur et à mesure de ta vie et du coup, au final, c'est plus un combiné de toutes les personnes que tu as rencontrées dans ta vie en fait. Ton réseau ça peut être très bien aussi quelqu'un que tu as rencontré au collège et qui maintenant est dans une voie différente de la tienne, du journalisme par exemple, et si demain tu as besoin d'un article sur ton entreprise, tu peux le contacter et comme tu connais la personne de manière comme tu la connais en fait tout simplement, tu peux peut-être faciliter certaines choses. Donc du coup, je pense que c'est quelque chose qui se fait certes en école, mais ça peut aussi se faire en dehors de l'école et c'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure dans le sens où moi par exemple là les réseaux dans lesquels j'ai un intérêt de me trouver, c'est des réseaux dans tout ce qui est des personnes qui sont dans tout ce qui est le social business, etc. parce que c'est là où je veux que mon entreprise elle aille en fait. Donc du coup, je pense que c'est quelque chose qui est évolutif, c'est pas seulement en école de commerce, c'est partout en fait. C'est toutes les personnes que tu rencontres. Si tu vas à une conférence demain sur, je sais pas, les artisans de France, tu peux très bien te composer un réseau en parlant avec les personnes, en leur expliquant ton activité. Et puis à cette conférence-là, tu peux rencontrer pareil aussi des personnes qui vont plus être sensibles à la chose dans laquelle tu entreprends en fait. Donc du coup, pour moi en fait, c'est un combiné tout dans le sens où c'est des soft skills en fait. C'est comment toi tu te présentes aux personnes, comment toi tu pitches ton activité. Au final, ton réseau, tu peux le faire n'importe où et n'importe quand si toi tu vois les opportunités pour toi là où elles sont en fait. Ok, je vois. Ok. Alors là, je vois que l'heure tourne. On va passer aux questions qui sont répertoriées sur le chat. Alors première question déjà par rapport à vos deux activités en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce qui vous a marqué positivement et qu'est-ce qui vous a marqué négativement si par exemple vous deviez retenir qu'une seule journée, quelles seraient les activités qui vous ont le plus marqué dans un sens comme dans l'autre? Ilias par exemple. Alors positivement, pour moi, ça sera, je pense, toujours ma première vente, parce qu'entrepreneur, c'était une envie de créer mon entreprise, mon projet, ma marque, etc. C'est une envie qui est là depuis des années. Et souvent, quand on a des projets, il y a beaucoup de blablabla. Et pour moi, même quand j'avais levé beaucoup d'argent, même quand j'avais fait mon équipe, même quand j'avais créé mes projets, trouvé mes suppliers, etc. Je considérais que j'avais pas encore commencé ma boîte tant que j'avais pas eu mon premier client. Et donc on a lancé notre première pub quand on était prêt et on a eu la première vente dans la foulée. Et ça, pour moi, c'est vraiment le truc positif parce que pour moi, c'est le plus dur à faire vraiment au début. Une fois que tu as fait ta première vente, t'es plus très loin de ta 30e vente et t'es plus très loin de c'est. Donc pour moi, ça, ce sera mon vrai souvenir positif, même si on a eu beaucoup depuis, heureusement. Et souvenir négatif, je pense que c'était le premier licenciement que j'ai dû faire dans ma boîte. Bon, quand on a des investisseurs, qu'on lève de l'argent, qu'il y a beaucoup de parties qui ont confiance en toi et que tu dois avoir un niveau d'ambition assez élevé pour la boîte, il faut vraiment que tout le monde délivre à 100%. Il faut savoir faire aussi ce genre de décisions qui sont pas sympas à prendre du tout. Mais faut savoir le faire bien aussi. Mais forcément c'est jamais des bons souvenirs, mais rien de traumatisant non plus, c'est la vie. Et voilà. Ouais, mais c'est justement ça l'entrepreneuriat, hein. C'est une aventure avec des hauts et des bas et comme en fait vous êtes seul finalement à prendre ces décisions qui peuvent être très lourdes pour l'avenir de la boîte, forcément c'est vous qui en avez la responsabilité, qu'elle soit positive ou négative. Donc ok, je comprends. Exactement. Et toi, Zaina? Moi, mon premier souvenir positif, c'est aussi pareil, ma première vente. Mais moi, pour le coup, ma première vente, en fait, s'est passée il y a 6 mois. C'était pendant le premier marché que j'ai fait. Donc, c'était un marché de Noël et c'est la première fois que j'exposais le concept des bougies. Et en fait, pendant toute la journée, j'étais venue avec un stock qui était pas forcément... honnêtement, vu que c'était une phase de test, en fait, je suis venue avec un petit peu de stock pour mes bougies. Donc, je me suis dit, on va voir si ça fonctionne ou pas. Et au final, à la moitié peut-être 3 ou 4 heures avant que le marché soit fini, tout mon stock, il était parti. Et du coup, en fait, c'est là où je me suis dit, ok, il y a vraiment quelque chose qu'il faut que j'exploite et je pense que ça peut vraiment fonctionner, en fait.
Donc parce que tout ce qui est le côté artisanal, en fait, c'est quelque chose qui plaît beaucoup. Et donc du coup, j'ai eu plein de personnes qui sont venues et qui m'ont dit waouh, ça sent super bon, franchement, elles sont super belles et tout, ça va faire des super cadeaux de Noël. Je suis trop contente de vous avoir croisé aujourd'hui. Et en fait, c'est des trucs c'est une personne que tu croises comme ça, mais au fur et à mesure, c'est des trucs qui te boostent et où tu te dis bon bah il y a vraiment quelque chose à faire et tout. Si je regarde comment je peux évoluer au fur et à mesure. Et si je réfléchis à une expérience négative. Bah après, peut-être que pour l'instant, ça se passe très bien et que t'as pas vraiment eu de journée un peu down. Hein. Ça peut arriver aussi et justement, on te le souhaite. Bah, honnêtement, si je réfléchis, en fait, je dirais c'est le fait d'avoir un business model qui soit un peu différent de la norme. Dans le sens où, en fait, moi, vu que pour l'instant c'est des produits artisanaux et qu'au niveau de la production, c'est des productions qui sont en quantité limitée parce qu'au niveau de la capacité de production, en fait, je peux pas en produire non plus des milliers et des milliers vu que pour l'instant je suis seule. Bah c'est peut-être ça en fait qui des fois me pose des problèmes dans le sens où je me dis voilà si demain j'ai une grosse commande, bah c'est vrai que si je suis seule, faut vraiment que je trouve des personnes à recruter, il faut que je réfléchisse en fait à comment je peux organiser mon entreprise de telle sorte à ce que ce soit pas un problème d'être seule mais une force plus ou moins. Donc du coup, je dirais ça même si c'est pas un moment particulier en fait. C'est plus une réflexion. C'est plutôt quelque chose une idée de fond qui peut être parfois un peu frustrante, j'imagine. Exact. Après, je me dis que en fait, tout se fait en temps et en heure et que chacun a son parcours. Donc aujourd'hui, je suis peut-être seule, mais après, peut-être que d'ici quelques ans, moi, j'aurai peut-être une équipe. Donc en fait, je me dis bon, c'est pas la peine que je me prenne trop la tête aussi pour ça, dans le sens où vu que je vois que voilà, il y a des commandes, que c'est un truc qui fonctionne bien. J'ai pas trop à m'inquiéter pour l'instant, mais après, si je veux effectivement changer d'échelle, en fait, tout simplement, il va falloir que je réfléchisse à comment le faire. Mais justement, c'était la question que je voulais vous poser juste après, pour rebondir par rapport à ce que vous disiez. Justement, Zaina, là, tu disais que pour l'instant, t'es seule, t'envisages peut-être de recruter une équipe et ce que tu disais, en fait, le mot est très important, passer à l'échelle, en fait, scaler ton entreprise. Comment est-ce que tu comptes t'y prendre? Honnêtement, c'est une hyper bonne question parce que j'y ai pas réfléchi pour l'instant. Et là, en entendant la question, je viens de penser à un truc. En fait, le seul truc qui me dérange dans le fait d'être seule aujourd'hui, c'est juste la capacité de production, dans le sens où en fait, je me dis que si j'arrive à déléguer en fait cette capacité de production, au final, il me resterait plus qu'à me concentrer sur certaines qui sont plus importantes en fait, et du coup, ce serait plus simple. Mais actuellement, ce que je fais, donc comme je l'avais dit un peu plus tôt dans le live, je travaille avec des consultants pour m'aider sur certains points. Et après, par rapport au fait d'être seule ou d'avoir une petite équipe, en fait, je me dis que c'est vrai que ça dépend de l'histoire de chacun. Il y a quelques mois, je regardais une émission, je sais pas si vous avez vu sur M6 qui va être mon associé ou je sais pas quoi. Enfin, oui. Du coup, il y avait deux mecs en fait qui avaient eu une idée je crois que c'était un réveil que tu mets dans ton lit. Et une espèce de petite boîte à musique en fait que tu mets dans ton lit et qui t'aide à t'endormir en fait, un peu comme des trucs de méditation que t'écoutes le soir. Et en fait, il se trouve qu'ils étaient que 2 dans la boîte et que leur boîte elle faisait un chiffre de plus de 2 millions. Et donc en fait, eux ils étaient venus pour lever des fonds et au final ils ont pas réussi à lever des fonds parce qu'en fait les membres, les investisseurs se sont dit mais pourquoi vous voulez lever des fonds alors qu'aujourd'hui vous êtes 2, vous arrivez à faire 2 millions par an, vous avez besoin de quoi de plus en fait, tu vois. Et du coup, moi, je me dis, en fait, le modèle comme quoi, c'est vraiment en fonction du besoin de chaque entreprise qu'il faut voir comment t'adaptes ton équipe. Et du coup, moi, pour l'instant, je peux absorber la capacité toute seule. Et c'est vraiment au moment où ce sera un problème pour moi d'absorber la capacité qu'il faudra que je réfléchisse à comment gérer la chose, quoi. Mais c'est vrai que pour l'instant, j'y avais pas encore réfléchi. D'accord. Et justement, alors, pour avoir un autre point de vue à ce sujet, Ilias, toi, t'as choisi un modèle qui est drastiquement différent, puisque tout de suite, t'as eu un investisseur externe qui t'a permis de lever des fonds, de financer ton activité, sans forcément être rentable, si je me souviens bien.
Et justement, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à ça? Est-ce que c'est important de lever des fonds ou est-ce que c'est plus important de stabiliser tes ventes et stabiliser ta croissance de manière un peu plus organique? Alors, pour moi, vraiment, le truc très très important, si l'entrepreneuriat t'intéresse, c'est de comprendre quel type de boîte tu veux faire. Et pour moi, quel type de boîte tu veux faire, la réponse dépend en fait du type de financement dont tu as besoin. Toutes les boîtes ne sont pas des startups. Startup, c'est le nom qu'on donne à toutes les nouvelles boîtes, mais à la base, c'est une boîte qui arrive sur un marché, qui prend 100% du marché, qui prend un monopole en temps record, avec une hyper croissance, qui brûle beaucoup d'argent et qui installe un monopole. Donc des Uber, des Airbnb, des trucs comme ça. Mais toutes les boîtes ne sont pas comme ça du tout. Donc il y a des boîtes qui n'ont pas besoin de financement. Il y a des boîtes qui peuvent s'autofinancer. Il y a des boîtes qui ont besoin qui peuvent aller vers la dette, vers des créances, des banques, et des boîtes qui ont besoin d'investissement. Les startups, donc comme la mienne, depuis 10 ans, le modèle c'est un peu on appelle ça burn, donc de brûler beaucoup d'argent, de faire beaucoup de croissance, même à perte. Personne ne regarde les bénéfices, il n'y a aucun profit, mais beaucoup de croissance en chiffre d'affaires. Et les gens s'en fichent un peu bon, je schématise, hein. C'est un modèle un peu de start-up, et donc ça veut dire que tu as besoin d'avoir des poches très profondes. Tu vas souvent avoir 2-3 concurrents qui vont faire exactement comme toi, et ce sera qui aura l'investisseur le plus gros avec les poches les plus profondes pour un peu faire cette guerre. Donc on a vu un peu la guerre des Deliveroo, trucs comme ça. On a beaucoup qui sont morts sur le chemin, et même des Uber aujourd'hui sont pas encore profitables. Et donc ça veut dire que voilà, si tu veux faire une boîte comme ça, il faut que tu en sois capable. Donc il faut que tu utilises ton environnement, il faut que tu te trouves un environnement qui te permette de pouvoir avoir accès à ces sources de financement. Si de base c'est ça qui t'intéresse, mais t'as pas accès à ces sources de financement, pose-toi bien la question si c'est là-dessus que tu veux entreprendre ou pas, ou bien mets-toi avec des gens, ouvre un peu ton environnement pour que tu puisses avoir accès à ce genre d'investissement. Sinon, tu vas un peu galérer. Donc pour répondre à ta question, ça dépend vraiment du type de boîte que tu veux faire. Et pour moi, personnellement, c'était le type modèle startup. C'est pour ça que je suis allé vers un fonds d'investissement qui est bon, Rocket Internet, ils ont plus de 4 milliards en trésorerie en cash. Donc ils ont des poches profondes, ils peuvent investir si le business est bien. Mais si j'allais faire notre type de business, j'aurais pas forcément essayé de me diriger vers un venture capital, un VC ou des autres fonds d'investissement. Donc ça dépend vraiment de la nature du business. C'est vraiment un truc qu'il faut bien comprendre parce que c'est ça qui va set tes expectations, tes ambitions pour la boîte. Et ça, ça vient de ce pourquoi tu vas entreprendre. Si c'est pour faire un projet, si c'est pour avoir des revenus complémentaires, si c'est pour vraiment y aller full on et faire un projet hyper ambitieux sur un marché, ou si c'est par passion, etc. Donc tout part de là. Et la question du financement, c'est la première question qu'il faut se poser et qui va avec le développement de la boîte que tu envisages. Mais c'est hyper intéressant parce qu'en plus, là on le voit sur ce que vous avez expliqué de votre activité, vous êtes parti sur des modèles qui sont vraiment différents. Donc votre stratégie de financement, votre stratégie de croissance et de vente est également complètement différente. C'est clair. Très différente. Et c'est bien de le voir différemment parce qu'il y a beaucoup de gens qui, je pense, ont un cliché startup et font un type de boîte et pensent pas à tous les types de boîtes possibles et imaginables. Et je pense que c'est dommage et même la raison pour laquelle beaucoup de gens se cassent un peu le dent dans l'entrepreneuriat parce que c'est un truc qui est souvent très mal compris. Pour être très cynique, une entreprise, l'objectif, vraiment de manière très objective actuelle, c'est de maximiser la shareholder value. Donc, dans la définition théorique des choses. Donc, c'est-à-dire que la valeur de ta boîte, que la valeur d'une action de ta boîte augmente. Et donc, l'idée, c'est qu'il y a des gens qui vont mettre de l'argent dans ton entreprise. Il faut que l'argent qui en sorte soit plus intéressante. Donc, la stratégie d'investissement doit aller avec la stratégie de croissance. Et donc, ça va avec la nature de la boîte, comme tu viens de le dire. Et alors, par rapport à ce que vous disiez, parce que là, vos activités sont différentes, mais j'aimerais savoir si vous auriez réagi de la même manière si ça n'avait pas fonctionné. Zaina, par exemple, si ton activité, par rapport à tes premières ventes en marché de Noël, si ça n'avait pas fonctionné, est-ce que tu aurais totalement arrêté ou est-ce que tu aurais cherché un autre canal de vente, par exemple? Je pense que, en fait, à partir du moment où, si ça n'avait pas fonctionné, je pense que j'aurais plutôt cherché un autre canal de vente dans le sens où, en vrai, non. Pour le coup,
pour le marché, en fait, moi, vu que je voyais les gens en direct, le truc, c'est que si ça n'avait pas fonctionné, je me serais plutôt posé la question de qu'est-ce qui fonctionne pas dans mon produit. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, si c'est des bougies parfumées, est-ce que les gens, quand ils sentent la bougie, ils sentent pas d'odeur? Est-ce qu'ils se disent, bon, bah, ça, c'est une bougie qui est de mauvaise qualité, le parfum, ça se voit que c'est pas un parfum qui est bien travaillé, etc. En fait, je me serais plus questionnée par rapport au produit que je propose et par rapport à la valeur ajoutée plutôt qu'à après en fait enfin les deux dans le sens où en fait à partir du moment où tu vois que tu as un produit qui plaît en physique, tu peux essayer de réfléchir à comment tu peux développer sur d'autres canaux de vente, donc que ce soit physique au travers de différents concept stores par exemple. Donc si tu veux faire grandir ta boîte au fur et à mesure en fait, donc passer par des partenaires, ensuite internet, etc. Donc je pense que là, ouais, si ça n'avait pas fonctionné, en fait, faut juste se poser la question par rapport au produit qu'on propose. Est-ce que, en fait, on a fait assez de recherches pour voir si c'est un produit qui est vraiment qualitatif et si c'est ce que les gens ils cherchent aussi, dans le sens où, bah voilà, si je m'amusais à proposer des bougies en paraffine, des bougies qui sont faites à partir de pétrole. Et qui ont pas vraiment de sens pour moi, bah peut-être que ça aurait pas fonctionné parce que j'aurais pas pu les vendre correctement en fait. Oui. Ouais, en fait, dans ce que tu dis, il y a deux choses super intéressantes et je voulais justement rebondir dessus pour bien le souligner. Il y a des choses hyper intéressantes que je vois. La première, c'est que ça a du sens en fait par rapport à la raison d'être en fait de ton entreprise. Toi, tu t'es positionné tout de suite sur le créneau artisanal, naturel, peut-être même bio, mais en tout cas quelque chose de sain. Donc forcément, ça aurait été en totale contradiction avec tes activités. Et deuxième chose que tu dis, c'est que justement, tu voyais tes clients en live, tu les voyais vraiment en face à face, d'où la nécessité en fait de récolter auprès d'eux un maximum de retours, un maximum de feedback pour améliorer à chaque fois soit ton produit, soit ta manière de les approcher, soit ton positionnement, mais en tout cas ne pas rester figé uniquement sur son idée dès le début. Parce que ça, c'est l'erreur que font pas mal d'entrepreneurs. En fait, ils sont tellement amoureux de leur concept qu'ils ont du mal à s'en détacher et qu'ils ont du mal à l'améliorer avec des retours critiques de leur cible et de leurs clients. Donc voilà, je voulais juste souligner ces deux choses-là parce que tu les as mentionnées et je trouvais ça vraiment hyper important par rapport à la thématique d'aujourd'hui. Et comme autre piste, en fait, que j'aurais quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est qu'il y a plusieurs manières de vendre le même produit, dans le sens où, en fait, un produit, il peut avoir 50 000 usages. Donc, des bougies, comme je disais, ça peut être un cadeau de Noël, mais ça peut aussi être un cadeau de mariage, ça peut aussi être des goodies écologiques pour une entreprise. Donc, en fait, au final, il y a 50 000 manières de produits. Après, est-ce que la personne capacité de proposer voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas en la période de des commandes ont été annulées. Et du coup, allô? Oui. Zaina, on t'entend pas très bien. Je sais pas si c'est uniquement moi qui a un bug de connexion ou si c'est tout le monde. C'est bon. Est-ce que vous m'entendez bien là? Ouais, ça va. Ok, c'est bon. Vous m'entendez mieux là du coup, c'est... Ouais, tu peux y aller. Ok, du coup, ce que je disais, c'est que moi, par exemple, avec la période de confinement, donc au début, je m'étais dit que j'allais partir sur, voilà, vu que j'ai vu que les marchés, ça fonctionnait bien, je vais aller au fur et à mesure dans les marchés, ensuite voir si je peux être distribuée dans des concept stores, ensuite voir si je peux me lancer sur Internet et en même temps essayer de démarcher des entreprises, des CE, etc. Donc vraiment, y aller au fur et à mesure, petit à petit. Et là, vu que la porte des marchés, elle est bloquée, vu qu'avec le confinement, au final, on sait pas quand est-ce qu'il va en avoir des nouveaux marchés artisanaux ou voilà, c'est des produits qui sont pas forcément alimentaires qui sont proposés. Là je me dis faut que je vois à fond sur le e-commerce, à fond sur internet, donc comment je peux optimiser mon référencement, comment je peux augmenter ma capacité de production, quels produits je peux proposer, est-ce que je peux proposer des ateliers en entreprise. Donc en fait être vif et voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas, et dès qu'il y a un souci, essayer de réfléchir à l'alternative c'est quoi quand t'es dans une situation où la porte elle est plus ou moins bloquée. Et Ilias, pour revenir sur la question de tout à l'heure, puisque tu n'as pas vraiment pu t'exprimer là-dessus, de ce que je comprends, ton activité, là aujourd'hui tu es en Australie, donc j'ai une première question à te poser sur pourquoi l'Australie, mais aussi surtout là tu essaies de développer à Singapour, probablement également dans d'autres pays, sachant qu'avec le confinement c'est un peu compliqué. Qu'est-ce que tu ferais si ça ne fonctionnait pas? Alors, qu'est-ce que je ferais si ça fonctionnait pas et pourquoi l'Australie? Bon, j'essaie de répondre un peu les deux en un.
de manière générale, pour répondre à la question de qu'est-ce qui se passe si ça fonctionne pas, ma réponse à moi, c'est j'aurais arrêté avant de commencer en fait. Il y a un truc assez sympa possible dans la plupart des projets que tu peux avoir, c'est de fake it until you make it. Vendre avant de s'assurer que tu peux vendre, avant de s'assurer que tu puisses produire, etc. Donc moi, ce que j'ai fait, et c'est aussi pour ça que je suis en Australie, c'est que j'ai fait plein de pré-ventes de mon concept, de vitamines personnalisées à domicile, etc. pour voir si les gens étaient intéressés par le concept, si les gens essayaient d'acheter, etc. Et donc j'ai fait des fausses sites internet, des fausses pubs sur Facebook, etc. Avec des Photoshop, etc. J'avais pas encore créé aucun produit, et j'ai testé ces pubs-là dans plein de pays différents. Et j'ai laissé le marché décider si mon idée c'était pourri ou intéressant. Et donc je regardais si les gens cliquaient sur la pub, allaient sur le site internet, essayaient d'acheter, et si vous voulaient acheter, ils laissaient leur adresse email parce que je mettais un truc, un banner, on arrive bientôt, etc. Et j'ai vu que c'était en Australie qu'il y avait le plus de gens intéressés par mon concept, et donc j'ai vérifié que je pouvais vendre mon produit avant même de l'avoir démarré. Et donc c'est comme ça que c'est pour ça que je me suis refait en Australie. Et mais c'est faisable pour 100% des business, des business. C'est toujours possible de vendre, de montrer que tu peux vendre avant que tu te casses la tête à produire, à investir, à prendre des risques, à passer du temps, etc. Ensuite, une fois que je suis lancé, arrêter le plus vite possible si ça marche pas, ça va être mon but. Donc de toute façon, l'idée en startup, c'est d'accélérer tout un maximum, que ce soit la croissance ou la chute, pour pas perdre trop de temps. Le temps, c'est vraiment le seul truc qui se rachète pas. Et entre les deux, je suis parfaitement d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure à chaque fois, voilà, trouver ton produit market fit, trouver comment vendre ton produit, améliorer ton produit, etc. Ensuite, pour la question du coronavirus, du Covid, etc. et pour ma situation prochainement, je pense personne n'a de visibilité. Donc, je pense que la meilleure stratégie, c'est pas d'essayer d'avoir des stratégies à long terme, même à moyen terme, mais vraiment d'agir à la semaine, d'être hyper agile. Donc nous, on avait prévu déjà de lancer à Singapour. Avec cette situation, on s'est empêché de lancer pour pas avoir cette distraction et se lancer dans cet inconnu-là. Quand la situation sera remise au jour, on va lancer et de manière progressive. Donc pareil sur la même idée de tester avant d'investir et de prendre des risques. On va faire des premiers sans ouvrir un bureau à Singapour, etc. ou dans d'autres pays. On va juste faire des pubs en ligne. Donc comme si c'est donc sans aucun investissement marginal. Voir si les Singapouriens aiment notre produit australien, etc. Et si c'est le cas, développer de manière plus conséquente. Donc l'idée c'est quoi qu'on décide, il faut que ce soit un succès avant même qu'on le fasse. Et c'est ça la philosophie en fait depuis le début de la marque et qu'on va continuer pour toutes les autres décisions. En tout cas, c'est hyper ingénieux parce qu'avec cette méthode-là, justement, tu testes en fait l'appétence du marché avant même de prendre le risque d'y aller ou non. Donc, hyper intéressant comme méthode. Et d'ailleurs, c'est une méthode que je vois un commentaire, une question de Roi Dadidou sur le chat qui demande justement des formations qu'on peut trouver sur Internet, etc. Et ce que je viens de dire là, c'est un truc que j'ai appris sur un groupe que j'aime bien, qui s'appelle Startup Food. C'est une chaîne YouTube qui s'appelle Startup Food, notamment un mec qui s'appelle Oussama Ammar, qui est assez connu, c'est un peu en gros l'entrepreneuriat, etc. Mais c'est un startup studio qui s'appelle The Family. Et allez les voir si l'entrepreneuriat vous intéresse vraiment, même si vous êtes déjà entrepreneur. C'est très tourné start-up, donc ça parle pas de tous les types d'entreprises, mais c'est hyper intéressant. C'est notamment là-bas que j'ai trouvé cette idée de fake it until you make it, et de là que j'ai développé cette approche-là pour ma boîte. D'accord. Ok, ouais, non, mais tu fais bien de le mentionner. The Family, c'est une valeur sûre. Oussama Ammar, pareil. Si ça peut permettre à certains d'avoir des idées supplémentaires avant de se lancer. C'est top, on prend. Alors justement là, on va clôturer le live. Si vous avez un dernier mot peut-être pour donner des conseils à ceux qui aimeraient se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Zaina par exemple. Moi, si j'ai un conseil à donner, c'est en fait de visualiser là où vous voyez votre entreprise d'ici quelques années. Dans le sens où, en fait, si aujourd'hui votre idée que vous avez tout de suite là, vous dites dans 10 ans, je sens que c'est un concept qui peut bien marcher, bien évoluer, etc. et que vous voyez que c'est quelque chose qui va bien prendre, ça
enfin, moi, personnellement, c'est quelque chose que j'ai fait, en gros, quand je passais mes concours d'école de commerce, je me visualisais, en fait, en train de rentrer dans les portes de l'école dans laquelle je voulais être acceptée. Et du coup, enfin, c'est pareil, en fait. Je pense que le fait de se visualiser dans un objectif qu'on a envie d'atteindre, même si on l'atteint pas tout de suite, bah, c'est quelque chose qui fait que tu te dis, bon, bah, ok, ça, c'est vraiment quelque chose qui est fait pour moi. Donc, l'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose qui me motive. Enfin, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire plutôt que juste de se dire, bon, bah, peut-être que je vais entreprendre un jour ou d'hésiter, etc. Donc, vraiment essayer d'aller chercher au fond de soi si c'est quelque chose avec lequel on est en accord et s'écouter dans le sens où, bah, moi, en fait, aujourd'hui, je ne me vois pas faire autre chose, mais la réalité, c'est que, en fait, on ne sait jamais, mais ouais, enfin, je sais pas, s'écouter, voilà. Ok, non mais t'as raison, hein. Enfin, parfois il faut revenir aux basiques, hein, surtout quand il s'agit d'entrepreneuriat où la majeure partie du temps tu comptes que sur toi-même. C'est important d'être en accord avec sa propre vision, ses propres principes et se lancer à fond, non pas uniquement pour quelque chose de très court terme, mais vraiment y croire et porter le sujet de bout en bout, quoi. Donc t'as raison, tu fais bien de le mentionner. Et Ilias, est-ce que t'as un dernier conseil pour la route avant la clôture? Un conseil pour la route, je pense que le seul conseil que je puisse donner, c'est de vraiment être aligné avec soi-même quand on veut quand on veut créer sa boîte, assumer ses motivations, ses raisons, que ce soit vraiment pour l'argent, que ce soit pour sa passion, que ce soit pour les choses éthiques, etc. Vraiment l'assumer à 100%, parce que c'est à partir de là que tu vas comprendre vraiment le type d'entrepreneur et de boîte que tu veux créer, et tu vas comprendre ce que tu veux faire et ce que tu peux faire. Et parfois ça marche pas toujours, et donc c'est dans cet environnement qu'il faut être le plus déterminé possible. Une fois que tu es aligné, y aller à fond, faire les choses, c'est vraiment la guerre toujours, et donc voilà, y aller à fond et pas lâcher, quoi. Ok, cool. Ben, merci beaucoup à tous les deux pour vos témoignages qui sont hyper inspirants. Pour rappel, ce live sera disponible en replay sur notre chaîne Twitch et il sera disponible également en replay sur YouTube d'ici quelques jours à peine. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de partager votre expérience et votre témoignage. C'est toujours un plaisir d'accueillir des personnes avec des parcours aussi inspirants que les vôtres. Pour rappel également, on est disponible et on est présent sur Instagram, sur YouTube, sur Twitter le plus souvent. Très bientôt, on vous prépare d'autres choses en parallèle, donc restez connectés et merci de vous être connectés tous ensemble. Merci beaucoup, vraiment. Top. En ce cas, on va clôturer. Merci à tous. Bonne soirée, on vous libère et à très bientôt, semaine prochaine. Bonne soirée. Merci à vous tous. Très bonne soirée. Salut, au revoir. À plus, salut.